bienvenue dans ma nouvelle émission Déployez vos ailes sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur, mais vraiment, je suis super heureuse de interviewer aujourd'hui Franck Laguillaise-Arondeau. Franchement, et merci Pascaline parce qu'elle m'a parlé beaucoup de lui, de son livre. Bonjour Franck. Bonjour Karine, comment tu vas? Très bien. Et toi? Écoute, ma foi, ça va. Ouais, ça va. Voilà. Donc tu es auteur aujourd'hui. Mais avant, tu as quand même un sacré parcours. On a parlé tous les deux au téléphone et tu as un sacré parcours terrestre quand même avant. Un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, j'ai vécu, quoi. Donc, tu vois, j'ai été effectivement photographe de presse et de mode, entre autres. Je travaille aussi pas mal avec les enfants. Ouais. Je m'occupe aussi d'une compagnie de théâtre, toujours encore aujourd'hui, actuellement, qui s'appelle la Compagnie des 12 Portes. Et effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle La mort ne nous séparera pas aux éditions Mama, qui est sorti il y a 1 an et demi. Voilà, c'est ça. Et alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Pourquoi il est venu ce livre? Comment cette rencontre, en fin de compte, cette connexion d'âme, parce que toi, tu t'appelles Franck, et tu as rencontré ton amour, qui s'appelle aussi Franck. Et comment s'est fait cette rencontre? Comment s'est fait cette connexion d'âme? Raconte-nous, parce que c'est époustouflant. Alors, quand j'en parle dans le livre, je raconte notre rencontre qui s'est fait assez rapidement. Enfin, on a commencé à dialoguer, à parler, en 2006. Et puis, on s'est rencontrés. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on ne s'est jamais quittés. On ne s'est pas quittés pendant 15 ans. Et après, il y a eu pas mal de synchronicité aussi. Il y a eu beaucoup de choses, bon, notamment les prénoms, on s'appelait pareil, mais au-delà de ça, on s'aperçoit qu'on part dans le même lieu de vacances depuis l'adolescence. Il y a beaucoup de synchronicité. Et c'est surtout, il y a une évidence. C'est-à-dire qu'on est bien ensemble et qu'on n'a pas envie de se quitter. Donc, dès le départ, tu as senti une synchronicité énorme avec ton conjoint, en fait. Mais c'était marrant parce que c'était les deux, en fait, on était tous les deux en accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on était bien ensemble, on se sentait bien. Il y a des évidences dans la vie. Il y a des gens, tu rencontres des gens et tu sais que de toute manière, ces gens feront partie de ta vie. Et cette rencontre, on faisait partie. Tout simplement, je pense, parce que c'est une rencontre d'âme à âme et que tu l'as eu dans d'autres vies karmiques aussi, hein. Certainement, mais j'en parle un peu dans le livre. Ouais. J'en parle parce que du coup, après son départ, j'ai fait une hypnose régressive notamment et je découvre ça aussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec lui, parce que il y avait une osmose évidente entre ces deux âmes, entre toi, Franck, et ton autre Franck. J'adore ce prénom parce que déjà c'est mon frère qui s'appelle Franck qui est parti de l'autre côté et j'adore. Et tout de suite, vous avez eu des projets, des partages, des rires, des voyages. Ça a été, mais d'une fluidité incroyable. Raconte-nous un petit peu. Oui, comme je te dis, en fait, ça a été une évidence et on a aimé les mêmes choses. Alors, on aime beaucoup l'Angleterre et notamment Londres, donc on y allait tout le temps et on en parle. Mais on a beaucoup voyagé, on a eu beaucoup de projets en commun, notamment la Compagnie des 12 Portes que je continue à gérer aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ça a été 15 ans de bonheur, quoi, vraiment. Et souvent, j'ai tendance à dire que le bonheur, c'est magnifique et c'est super, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément dans le bonheur. Et j'ai compris ça après son départ aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais autant évolué et grandi que depuis cette épreuve, si tu veux. Mais c'est vrai que on a eu 15 ans de bonheur. Et ces 15 ans de bonheur m'aident encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant les moments un peu difficiles, il y a toujours ces souvenirs et ces instants qui te permettent d'avancer, quoi, dans les moments les plus durs. Donc ça veut dire que pendant ces 15 ans de bonheur, comment dirais-je, t'étais pas du tout connecté à la spiritualité, tu t'intéressais pas à ce qui se passait de l'autre côté, les signes, les synchronicités, l'au-delà, tu savais pas tout ça en fait. En fait, on était, autant mon mari que moi, on était ouverts à ça. Vraiment, si, on était super ouverts, on y croyait. On y croyait. Alors après, on n'était pas c'est pas connoté quand je dis ça, mais on n'était pas perché ou quoi aux caisses ou à courir après la médiumnité, mais on y croyait. Mais c'est vrai que quand il est tombé malade, il y a des portes qui se sont ouvertes. Et après son départ,
les connexions se sont faites entre lui et moi assez naturellement. Mais je pense que ça s'est fait aussi parce que c'était tellement, on était tellement connectés sur la vie terrestre que forcément, quand il est parti, naturellement, ça a continué. Tu vois? Il y avait cette. Ouais, et puis vous vous êtes promis aussi dans le livre, tu l'expliques dans le livre, que vous êtes promis de rester connectés tous les deux. C'est-à-dire que, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari est tombé malade et la dernière semaine de sa vie, il était hospitalisé et je suis resté avec lui pendant toute la semaine. Ouais. Et les derniers jours avant qu'il tombe dans le coma, on s'est fait des promesses et notamment celle de rester connecté. Ouais. Et puis, il est vraiment, franchement, Franck, ton livre, il est vraiment émouvant. Moi, j'ai beaucoup pleuré, parce que t'as parlé de ton parcours, de cette rencontre, justement, avec Franck, comment ça s'est passé, etc. Au début, il y a eu des couacs, vous arriviez pas à vous connecter, à vous voir et tout. Et quand vous vous êtes vus, ça a été une évidence, ça a été très fluide. Et c'est ça qui est beau. Vous avez un côté artiste tous les deux, parce que toi, t'étais photographe. Lui, il était dans le théâtre. Il écrivait des pièces de théâtre. Et vous êtes tout de suite, comme on dit, comme ça, connectés. Et c'est ça qui est super beau. Les mêmes voyages, les mêmes rires, les mêmes partages. Tout de suite, t'as matché avec. Il t'a présenté ses amis, tu lui as présenté, et ça a été vraiment une connexion totale. Et ce qui m'a ému dans ce livre, franchement, c'est quand il est tombé malade. Au début, vous saviez pas trop. Vous étiez un petit peu dans l'urgence, enfin un petit peu poser 1000 questions et tout. Mais ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que tu l'as vraiment accompagné, t'as vraiment été, mais jusqu'au bout avec lui, mais d'une force et d'un amour, c'est incroyable. Ce que tu mets dans ce livre. Mais tu sais, alors par contre, moi ça m'étonne toujours autant au bout de 3 ans que les gens soient étonnés de ça. Parce que je l'ai fait naturellement. C'est vraiment, je l'ai fait naturellement. Pour moi, c'était mon mari, la personne que j'aimais le plus au monde. Et c'était honnêtement, c'était normal. Et puis en plus, à l'époque, j'avais un job qui faisait que je pouvais un petit peu faire moi-même mes plannings et tout ça, organiser un petit peu mon temps. Et qui fait que oui, effectivement, il a jamais été seul à l'hôpital. C'est Chignot, il n'a jamais été seul. Enfin, mais oui. j'ai toujours été là, du début à la fin. Mais j'ai trouvé ça vraiment normal. Et quelque part, ça a été une vraie chance parce que j'ai pu être avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça. Et c'était une chance parce que moi, je voyais beaucoup. Alors, il a été hospitalisé et suivi à l'Institut Curie. Et je voyais à la fin, surtout quand il était en chambre et tout ça, je voyais les gens seuls, quoi. Et la solitude en fin de vie, elle existe vraiment. Et je me disais, quelle chance on a, en fait, de pouvoir être ensemble pour ces moments-là, qui sont des moments quand même évidemment tragiques, mais qui sont aussi uniques et sacrés, tu vois. D'où cette phrase que tu dis souvent, jamais l'un sans l'autre. Mais ça, on l'a toujours dit. En fait, dès qu'on s'est rencontrés, on se l'est dit. Jamais l'un sans l'autre. Et cette phrase a pris sens la dernière année. Ouais, voilà. En fait, on se l'est toujours dit. Voilà. Et la dernière année, quand il était malade, et puis petit à petit, quand on était dans le combat, le jamais l'un sans l'autre, il a pris tout son sens, quoi. Parce que évidemment, on était toujours ensemble sur nos 15 ans, mais la dernière année, elle a été extrêmement fusionnelle et dans l'intensité et dans l'instant, quoi. Et puis, il y a aussi un passage qui est très émouvant et très percutant dans ton livre. Tu rentres un soir à la maison après une journée de travail, et lui, il était dans son écriture, il était dans son travail, et il te dit on est liés parce que dans des vies antérieures, c'est comme s'il avait eu le message dans des vies antérieures que vous avez déjà été ensemble. Il te l'a dit, Ah ouais, il me l'a dit. Il était pas malade à l'époque. Enfin, ouais. C'était il y a quelques années avant sa maladie. Je me souviens, oui, j'en parle dans le livre à un moment donné. Oui. C'est aussi pour faire comprendre que parfois on sort des choses, ou on peut dire des choses comme ça qui sortent un peu de nulle part et qui prennent tout leur sens petit à petit dans la vie et quand les événements arrivent. Et oui, j'arrive du travail, il était à la maison et je crois comme il était prof d'anglais, il devait être en train de faire ses cours et il me sort ça comme ça, quoi. Ouais, il te dit ça.
Et est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a percuté ou tu t'es dit, bon, pourquoi il me dit ça, en fait, Franck? Tu sais, c'était en fait des trucs comme ça, on se les disait et c'était devenu un peu, on avait normalisé un peu la chose, quoi. Mais vraiment. Enfin, pour nous, c'était évident. C'était évident, on se demandait pourquoi on était si liés et si proches, parce qu'on faisait rien l'un sans l'autre. C'était vraiment très rare qu'on nous voit l'un sans l'autre. Ouais, c'est ça. Donc c'était quand même une parole, c'était quand même son âme qui parlait, hein, c'était quand même un signe précurseur hein, pour toi, même si toi au début tu arrives de ton boulot, il te dit ça, bon, voilà, ok. Et puis c'est pareil, tu parles dans ton livre des voyages que vous faites ensemble et surtout à Londres. Ouais. Hein, tu parles beaucoup. Londres, voilà. Alors explique-nous pourquoi. Ouais. Ben, en fait, on part à Londres très très vite ensemble. Et quand on arrive là-bas, on a cette impression, tu sais, je sais pas si tu vas dans des endroits où tu as l'impression de rentrer à la maison. Ouais. Et ben nous, ça nous l'a fait l'un l'autre. Je me souviens qu'on y avait déjà été l'un sans l'autre avant de nous connaître, mais quand on y a été ensemble, on a vraiment eu cette impression et on s'est dit, oh, c'est bizarre, on arrive, c'est comme si on en rentre à la maison. Voilà, et Londres, on y allait. Et Londres, on y allait. Enfin, je sais que la première année, on y a été 6 fois, tu vois. Enfin, un truc de fou. Hein. Et on y allait tout le temps. Tous les ans, on avait nos dates où on y allait. Et c'est après coup. Dans le livre, j'en parle. C'est après son départ, quand je fais des hypnoses régressives, que dans l'hypnose régressive, je vois qu'on a vécu une vie antérieure en fait ensemble à Londres. Et voilà. Et qu'on est morts jeunes tous les deux dans cette vie. Tu vois. D'ailleurs, dans un incendie, tu dis, c'est ça? Un incendie. Oui, c'est dans un incendie. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, tu racontes dans ce livre, moi, parce que ton livre, il est tellement émouvant, bouleversant, et on pleure beaucoup, et en même temps, on réfléchit sur nous. Et à un moment, tu dis, donc ton compagnon Franck, il était malade. Et tu vois tu le dis dans le livre à un moment donné, dans ton sommeil ou dans ton semi-sommeil ou dans ton sommeil inconscient, tu vois cette ombre noire. Ça m'a marqué. Un an avant. Ben oui, alors après, je me pose encore aujourd'hui la question. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer forcément. Mais en fait, cette expérience, je l'ai eue un an avant qu'il tombe malade, où j'étais en sommeil complet. Ouais. Et dans mon sommeil, alors c'est très bizarre, c'est que dans mon sommeil, je voyais en fait la chambre, je voyais mon mari dormir en fait, et une ombre noire au-dessus de lui. Et en ouvrant les yeux, en fait, c'est pour ça, c'est très bizarre, c'est que je rêvais en fait l'événement qui était en train de se passer. Parce que je rêvais et quand j'ai ouvert les yeux, c'était exactement ça qui se passait. Et j'ai été un petit peu comme paralysé. Alors ça a des noms ces trucs-là, mais je ne sais pas. J'étais comme paralysé et je ne pouvais pas sortir un son de ma voix. Oui, tu pouvais pas bouger, tu pouvais pas parler. C'est ce que tu disais, tu étais tétanisé. Tétanisé, paralysé en fait, parce que tu rêves quelque chose et tu ouvres les yeux, tu te réveilles et ce que tu es en train de rêver, tu le vois en vrai. C'est très, très, très bizarre. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que j'aurais pu faire quelque chose à l'époque? Est-ce que c'était, comment dire, un avertissement ou quoi? Je sais pas. Bah, je pense que c'était un avertissement, Franck. Ouais, sûrement. Mais en plus, ben, tu vois, comme quoi, quand tu vis les choses sur l'instant et que t'es pas trop là-dedans ou quoi, et que tu conscientises pas forcément ce qui se passe, forcément, tu te dis après, au bout de 2 jours, bah, t'es bien content d'oublier, quoi, parce que t'as pas envie de garder ça en toi. Et puis, en plus de ce mauvais rêve, de ce mauvais cauchemar, c'est quand même ton mari Franck qui t'a quand même secoué en disant qu'il t'a vu, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'a quand même secoué. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est beau dans ton livre, et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que tu as beaucoup d'amour dans ce livre, c'est l'accompagnement que tu as eu pour ton conjoint lors de son combat par rapport à cette maladie. Et tu dis avec tes mots, c'est juste, tu dis toujours, j'ai été quand même dans une forme de déni. Comme si tu disais, allez, on va la combattre, on va gagner. Et vous avez toujours été dans ça, en fait. Et je suis persuadé que le déni est important dans ces combats-là. Ouais. Parce que si c'est perdu d'avance, si on m'avait dit dès le départ, si on nous l'avait dit dès le départ que c'était perdu. T'en parles de ça, de l'oncologue. T'en parles? Tout à fait. Et donc, en fait, le déni, c'est une force quelque part. Parce que
au-delà du déni, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais si, en fait, quand tu joues un peu à l'autruche, et ben, t'es encore dans le combat. Moi, j'étais vraiment le petit soldat, on était tous les deux des petits soldats et on voulait vraiment, on se projetait pour la suite, quoi. Si dès le départ, tu dis c'est foutu, enfin, forcément, tu mènes pas le même combat, mais je pense que c'est vrai dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire que là, nous, c'était dans ce combat-là, mais dans la vie en général, si t'es pas un peu dans le déni, enfin, c'est un peu compliqué. Bah, de toute façon, tu as un beau passage par rapport à la première oncologue que vous avez vue, qui a diagnostiqué, enfin, entre parenthèses, qui a vu Franck et qui vous a dit allez, on va combattre ça, il y a on va faire des chimiothérapies et tout ça et tout ça. Et on le voit à travers ton écriture, à ce que tu dis, qu'elle ne vous a pas dit la vérité. Parce que elle a su que c'était un cancer très corrosif, très virulent, et elle savait que la fin était fatale. Et elle vous l'a pas dit parce que tu l'expliques très bien dans le livre en disant elle a été douce en fait. Elle a été. Alors c'est l'oncologue qui a suivi Franck les 6 premiers mois. Ouais. Et qui nous a reçus au départ sur les 6 premiers mois. Et c'est vrai qu'elle nous l'a pas dit. Elle nous a dit effectivement qu'on ne pourrait pas guérir ce cancer, mais qu'on allait pouvoir le contrôler et qu'il y avait les chimios et qui nous a permis effectivement de nous battre en se disant bon ok, pas de souci, on va pouvoir le maîtriser. Nous on avait gardé ça en tête, hein. Tu vois, tu as des mots comme ça clés que tu gardes. Ouais. Et le côté maîtrisé, c'était parfait pour nous. Ouais. Et du coup, mais ce qui s'est passé, c'est que bon, après donc, on a changé d'oncologue parce elle a été promue. Et la toute dernière semaine, et j'en parle dans le livre, quand c'était la dernière semaine de Franck à l'hôpital, moi j'y suis, je vis là-bas pendant la dernière semaine et je suis dans la salle des familles, qu'ils appellent ça, tu sais, je bois un thé le soir. Et je la vois passer, donc cette première oncologue, et elle me dit justement, je suis venue vous voir. Et c'est là qu'elle me dit, qu'elle m'annonce qu'elle le savait dès le départ, mais que quand elle nous a vus arriver dans son bureau l'année d'avant, elle n'a pas eu ce courage en fait de me le condamner, en fait, de condamner mon mari, pour nous laisser du temps. Et c'est vrai qu'un quart de seconde, j'en ai voulu, mais vraiment qu'un quart de seconde, et très vite je l'ai remercié parce que c'est vrai que j'ai eu cette année qui a défilé très rapidement en mémoire, et je me suis dit effectivement, si elle m'avait me l'avait condamné, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Bien parce sûr. qu'on a encore eu beaucoup d'espoir. Elle nous a offert de l'espoir, et elle nous a offert la possibilité de partir en voyage, de fêter nos 7 ans de mariage. Enfin, tu vois, il y a eu aussi de la légèreté dans tout ça. Mais c'est vrai que si elle nous l'avait dit dès le début, mais il y en a beaucoup qui se cachent derrière leur blouse et derrière le fait d'être docteur en disant écoutez, désolé, c'est fini, et il vous reste tant de temps. Elle aurait pu le faire, mais je trouve que c'est d'autant plus courageux, et c'est une vraie intelligence du cœur d'avoir fait ce qu'elle a fait. Tout le monde ne prend pas ce temps, tout le monde ne prend pas cette empathie aussi pour faire ça. Et ça a dû te faire du bien quand elle t'a pris la main et qu'elle t'a vu ce jour-là en disant ces mots, parce qu'il était sur la fin, Franck, et quand il n'y a pas de hasard, elle est revenue sur ton chemin pour te dire, voilà, je vous ai dit ça pour que vous profitiez de ce temps. C'est ce que tu expliques dans le livre. Ouais. Et tu sais surtout que, alors c'est très bizarre, le cerveau humain est très bizarre, c'est-à-dire que nous, comme elle nous avait dit à la base qu'on allait s'en sortir, qu'en tout cas on allait pouvoir le maîtriser, jusqu'à ce qu'elle me dise que c'était faux, moi dans ma tête j'étais toujours dans le combat. Alors que tout le monde me disait à côté que c'était foutu, qu'il pouvait mourir dans l'heure ou quoi qu'est-ce. Et moi j'avais toujours ces mots en tête. Et c'est que quand elle est revenue, donc du coup 1 an après, et qu'elle m'a dit je vous ai menti, c'est là en fait que je me suis dit le combat est terminé. Et c'est là que j'ai été voir mon mari après, que je lui en ai parlé, et c'est là je lui ai dit qu'écoute, arrêtons de se battre. Il était en semi-coma déjà, je lui ai expliqué, et là il est tombé dans le coma. Et il a aussi arrêté de se battre quelque part, tu vois. Voilà, c'est comme si tu lui as donné une possibilité de partir de l'autre côté du voile en fait, de lâcher. Ouais, parce qu'en fait on s'accrochait lui et moi à ces mots en fait, aux mots du médecin. Ouais, je comprends. Tu sais, on était encore dans le combat. Et qu'est-ce qui s'est passé justement après tu l'expliques bien dans ton livre, il est tellement émouvant et bouleversant. Est-ce que tu peux expliquer après le départ de Franck
ça a été justement un déchirement, un bouleversement, c'est comme si on t'arrachait tes entrailles, ton cœur. Tu disais que tu as beaucoup marché, que tu as... explique-nous un petit peu comment tu as réussi. Enfin, tu as réussi, c'est pas réussi, mais comment tu essayais de vivre au quotidien, en fait. En fait, quand il t'arrive quelque chose... Alors, je pense qu'on vit tous les choses complètement différemment. On fait comme on peut, surtout. Vraiment. Et moi, la seule chose que j'avais trouvée après son départ, c'est-à-dire que déjà, je vivais dans l'instant. Vraiment, je vivais dans l'instant. Et la seule chose qui me faisait, du bien, c'était de courir et marcher. Ouais. Donc, et je marchais les nuits, je crois. Je crois que je connais toutes les rues de ma ville la nuit. Ouais. Et d'ailleurs, je continue. Je continue beaucoup à marcher. Ça m'aide, en fait. C'est vraiment c'est un exutoire. Un exercice. Ouais, c'est un exutoire et c'est un exercice qui m'aide au quotidien pour penser, pour plein de choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi. Et puis en plus, quand moi il est parti, alors déjà, tu te poses la question, moi je me posais la question à savoir comment j'allais pouvoir continuer sans lui, parce que c'était quand même compliqué. Quand tu vis 15 ans avec quelqu'un, avec cette fusion-là, vraiment tu te poses la question. Je suis pas suicidaire. Si je l'avais été, je pense que je l'aurais vite rejoint. Ouais. Mais je suis pas suicidaire, donc il a bien fallu que je continue. Mais oui, les méthodes, il n'y a pas de méthode vraiment. Y a juste moi, ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de vivre l'instant beaucoup, sans me projeter trop. D'ailleurs, je peux plus me projeter. J'arrive plus trop à me projeter longtemps. Il y a que pour la compagnie de théâtre où j'arrive à me projeter. Oui, voilà, ça t'a pas empêché d'avoir tes projets quand même, hein, Franck. Hein. Ça a pris du temps, hein, quand même. Ça m'a quand même la première année, si, il y a eu le bouquin. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, il est parti. Ce qui m'a aidé, c'est évidemment de fonctionner en marchant. C'était un vrai exutoire. Mais très vite, l'écriture est arrivée dans ma vie aussi, très, très rapidement. Il est parti en janvier 2022. Le livre a commencé à s'écrire début février, tu vois. Donc, ouais, et puis aussi, ce que tu racontes dans ton livre et qui est extraordinaire, t'as eu des signes, des synchronicités. Alors raconte-nous, parce que c'est vraiment mais c'est sublime, c'est super beau. Quand même le message, parce que moi je savais, on s'était promis de rester connectés. Oui. Mais alors moi au début j'étais pas du tout dans le fait de chercher des messages ou quoi. Hein. C'est les premiers temps, t'es pas du tout là-dedans. En tout cas moi j'étais pas à la recherche du message. J'étais juste à savoir comment j'allais pouvoir me dépatouiller du fait qu'il ne soit plus là. Et donc je marche beaucoup à l'époque et quelques semaines après son départ, donc on est en janvier, en plein hiver, dans une rue de ma ville, un papillon, un super beau papillon, c'est celui de la couverture. C'est exactement celui-là. C'est un papillon pan. Papillon pan. Pan. Sur le trottoir, alors qu'ils à l'époque, ils doivent pas vivre à cette époque-là. Ils sont voilà. Bref. Je le prends, il se met sur moi et il reste accroché sur mon manteau jusqu'à la maison. Et à la maison, je le mets sur une plante et il reste avec moi 3 semaines. Mais vraiment, je veux dire, il y avait des gens qui venaient déjeuner ou dîner avec moi, ils volaient au-dessus de notre tête. Puis il est magnifique ce papillon, il est rouge avec des ronds bleus. Et avant de t'interviewer, il est venu chez moi sur mon paillasson quand même. C'est ce que je te disais. Ouais, tu m'as montré. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, il est magnifique, hein, ce papillon. Franchement. Alors donc, toi et ce papillon, il cohabite avec toi? Il cohabite pendant 3 semaines. Alors moi, je pars le matin au travail, donc je me dis bon, voilà. Et le soir, il est là. Enfin, vraiment pendant 3 semaines. Et je me dis, Franck, tu commences à vriller, tu commences à devenir fou. Et non, parce qu'il y a des gens qui le voient, tout ça. Il reste 3 semaines et il apparaît, il se manifeste à des moments en plus assez. J'en parle un peu dans le livre, oui. Tout ça, à des moments où assez décisifs, des moments assez décisifs, ouais. Hein, quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais, quand j'ai des vraies décisions à prendre, tout ça, il est là. Et au bout de 3 semaines, il s'éteint, il meurt. Et c'est là que je commence à écrire. Et c'est là que la pulsion de l'écriture est là. Et alors au début, j'écris sans me dire que c'est un bouquin. Hein. J'écris, ça me fait du bien, et petit à petit, il y a le squelette du livre qui apparaît, quoi, qui se met là, et voilà. Ah, c'est super. Et t'expliques aussi dans ton livre que lors d'une méditation ou d'un endormissement, quand tu ouvres les yeux,
tu le vois dans le canapé, tu vois ton mari, Franck, matérialisé dans le canapé à côté de toi. Oui, le 2 juin 2022. Tu vois, c'est bien précis. En fait, je finissais l'écriture du bouquin. Il était fini quasi. Et à l'époque, je méditais beaucoup, je faisais beaucoup de méditation. Et donc, je ne dormais pas, hein, j'étais en méditation. Et à la fin de la méditation, quand j'ouvre les yeux à la toute fin de la méditation, je médite dans le canapé. Et en face de moi, j'ai mon mari pendant 6 à 7 secondes. Il était là, donc c'était son visage et sa main. Il n'y avait pas tout le corps, il y avait juste le visage et la main. Et, mais c'était vraiment, il était matérialisé. C'était vraiment très, très étrange. J'ai pas eu peur. J'ai pas du tout eu peur. On m'avait dit que c'était des choses qui pouvaient arriver sur les premiers mois. Mais encore une fois, je ne cherchais pas forcément cette apparition. Et en plus, quand il est apparu devant moi, en sortant de méditation, c'était un des rares moments où je ne pensais pas à lui. C'est-à-dire, tu sais, quand tu sors de méditation, tu t'es bien, tu sors de méditation, et il est apparu devant moi. Je le dis tout le temps avec un sourire que j'ai jamais vu chez un humain, c'est-à-dire un sourire jusqu'aux oreilles, on peut le dire, et entouré d'un peu d'une lumière comme ça. Et voilà, il est resté 5-6 secondes peut-être. Je suis resté là à le regarder. Et depuis ce moment-là, je ne crois plus, mais je le sais, quoi. Je sais qu'il y a autre chose après, tu vois. C'est-à-dire que les papillons, toutes les synchros et tout ça, tu peux te dire dans un coin de ta tête, ouais, ok, d'accord, c'est fort, mais peut-être que c'est juste des coïncidences. Tu peux te le dire. Sauf que quand tu vois ton mari en face de toi, en sortant de méditation, là, tu sais, quoi. Soit t'es fou, alors peut-être je suis fou, ou sinon il y a vraiment quelque chose après. T'as quand même eu, t'as eu aussi l'oiseau. Ah mais oui, j'ai eu l'oiseau. T'as l'oiseau. Bah raconte-nous l'histoire de l'oiseau. Elle est magnifique cette histoire. Bah, l'oiseau, c'est comme le papillon. En fait, en plus, ça arrivait, mais très rapidement. J'ai l'impression qu'il voulait me donner des signes pour bien me faire comprendre qu'il était là. Tu vois, donc il y a eu le papillon. Et peu de temps après, quelques jours après, peut-être quelques semaines après, je sors de la douche et j'ai un rouge-gorge en fait qui se pose sur un portrait de mon mari, une photo de mon mari dans le salon. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos. D'ailleurs, je crois que dans le livre, il y a une photo. Oui, il y a une photo avec l'oiseau sur le portrait. Ouais. Et du coup, voilà, il est là et il monte ensuite dans la chambre en haut. Il se repose sur une photo de mon mari et il reste comme ça. Voilà. Alors après, j'en ai pas eu d'autres depuis des animaux, mais enfin, il y a eu aussi pas mal les hérissons et ça, j'en parle. Ah si, les hérissons. Alors les hérissons. Alors parce que Franck, faut pas faire de mal aux animaux. Attention. Hein. Autant de ton mari Franck, fallait s'arrêter, ramasser les hérissons, fallait pas les écraser, ce qui est normal. Hein, moi, je suis d'accord. Fallait les ramasser. Et maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les hérissons, ils vont tout seuls chez toi. Ils arrivent chez toi, à ta porte. Non, mais c'était rigolo. C'était des vrais clins d'œil et c'est des choses en fait que moi seul peux comprendre par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que j'embêtais mon mari tous les 4 matins dès que je voyais un hérisson en voiture. Il fallait qu'on s'arrête, que je le prenne, que je le mette dans le jardin. Enfin, un peu voilà. Et quand après son départ, les hérissons venaient à ma porte, attendaient que j'ouvre le portail pour rentrer dans le jardin, je trouvais ça délicieusement craquant, quoi, parce que c'était vraiment un petit clin d'œil pour dire que il continuait à me les ramener dans le jardin, quoi. C'était drôle. Non, mais c'est merveilleux là. Tout ce que tu racontes, c'est vrai que tes signes, ils sont extraordinaires. Et puis t'as eu des odeurs aussi. T'es monté une fois, t'avais une décision à prendre par rapport à un truc assez lourd. Tu racontes dans le livre qui était assez lourd pour toi. Hein. Tu savais pas quelle direction je vais prendre, qu'est-ce que je fais et tout. Et t'es monté dans ta voiture ce matin-là pour aller dans un endroit précis. Et les camions, raconte-nous les camions. Dis-nous. Ouais. De trucs, mais il y a moins de trucs maintenant, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y en avait énormément. Le camion, c'est... alors, je l'ai raconté plein de fois, celle-ci, mais c'est vrai que quand Franck est décédé, bon, alors, c'est comme ça, mais dès que décède, il faut qu'on gère un peu tout, les papiers, l'administratif, et il se trouve qu'il fallait que je retourne à la mairie, en fait, du 15e, à la mairie du 15e à Paris, chercher l'extrait de décès. Et du coup, c'était le trajet, bien évidemment, qu'on faisait tous les 15 jours pour aller à Sachigno, pour aller à Curie. Et
et je me sentais pas d'y aller, mais en même temps, je me sentais pas de demander à quelqu'un d'y aller. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'y vais un petit peu la gorge serrée. Et c'est vrai que j'ai un camion qui me double. Enfin là, je te parle de ce camion-là parce que j'en parle. J'ai plusieurs anecdotes dans le livre, mais et, et le camion qui me double. Enfin, qui me double, et donc j'ai en face de moi la publicité que j'ai jamais revue depuis, où il y avait marqué You are connected, nous sommes connectés, et il y avait un œil bleu. Mon mari avait les yeux bleus. Bah oui, ton mari avait les yeux bleus. Voilà, c'est des petits clins d'œil, quoi. T'as eu pas mal de connexions avec lui, et c'est ça qui est magnifique. Et puis après, on voit que ton parcours est assez compliqué parce que t'as quand même le manque physique. Voilà, on voit ça, et tu dis dans le livre, je vais pas y arriver, je perds pied, et t'expliques dans le livre que je sais plus comment elle s'appelle, Laure ou Laura, je sais plus. Laure. Laure. Oui. Et tu as fait des hypnoses régressives, c'est ça? Alors c'est pas avec Laure que j'ai fait une hypnose régressive, c'est avec Laurent Couteau, c'est un hypnothérapeute. Et je t'en parlais tout à l'heure, j'ai fait une hypnose régressive qui m'a beaucoup aidé à comprendre aussi. En fait, ce qui est important quand il nous arrive des épreuves comme ça, c'est de comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à savoir pourquoi mon mari à 42 ans part, pourquoi je me retrouve seul à 42 ans et tout. Moi, j'avais besoin de réponses. Et comme je pense que rien n'est hasard et que tout ce qu'on vit a un sens, il fallait que je trouve des réponses. Et je les ai trouvées comme ça. Alors, on va faire une petite aparté parce que faut pas oublier que ton mari t'avait dit au tout début que vous êtes connus ou après, il t'avait dit qu'il savait qu'elle allait mourir jeune, hein. Mais il l'a dit plusieurs fois. Il te l'a dit plusieurs fois. Ouais. Ouais, il te l'a dit plusieurs fois. Pour lui, il allait mourir jeune, Voilà. Donc, déjà, là, il me préparait. Il te préparait. Et donc, tu as fait ces hypnoses régressives et tu disais que vous étiez déjà connectés dans d'autres vies, hein, quand même, tous les deux, hein. Ouais, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, avec Londres, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, mais c'est incroyable. Est-ce que ça t'a aidé psychologiquement, justement, ces hypnoses? Oui, ça m'a aidé à comprendre, comme je te dis. En tout cas, ça a commencé à m'aider à comprendre pourquoi cette épreuve, à quoi elle servait pour la suite, tu vois. Ouais. C'est important parce que très vite tu peux perdre pied si t'as pas de réponse à certaines questions. Et oui, ça m'a aidé. Mais on voit dans le livre que tu es quand même bien entouré, amicalement, au niveau famille. On dit que tu as quand même été entouré, hein. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai été bien entouré. Bon, alors après, j'ai toujours le noyau dur qui est là. Mais parce que ce livre c'est 4 mois après le décès. Ça, en fait, le livre La mort ne nous séparera pas, c'est vraiment une photographie des 4 mois après le départ de Loulou. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que très, très, très vite après ça, t'as beaucoup de gens qui partent. Clairement. On me l'avait dit, j'y croyais pas. Si, mais je pense que la mort fait peur. Et que très vite, ça fait chier les gens, quoi. Très vite, ça emmerde les gens. Non, mais vraiment, hein. Je peux te dire, ma maman, elle a un cancer. Quand elle va faire les courses et puis qu'elle voit qu'il y a des gens qu'elle connaît, ils changent de rayon. Ouais. Et du coup, les gens qui étaient là, qui étaient présents, pas pendant la maladie, pendant le combat, il y a eu très, très peu de gens. Mais les gens ont été présents les dernières semaines. Je peux te dire que les gens qui étaient là les dernières semaines, au bout de 4-5 mois, très très vite, ils sont partis. Moi, je me suis retrouvé très très rapidement, pas seul, parce que j'avais quand même toujours les vrais amis qui étaient là. Oui, ton noyau. Mais tout l'entourage qui était là et qui papillonnait, sont très très vite partis. Très très vite partis. Les faux amis, c'est là que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de faux amis. Mais en même temps, je les remercie parce qu'ils m'ont fait beaucoup de bien. Ils m'ont renforcé et ils ont fait qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est important aussi. Et est-ce que tu écris un autre livre? Alors, j'ai écrit... déjà, je continue toujours à écrire depuis le premier. J'ai écrit un autre livre et là, je suis sur un roman.
Et je m'amuse bien à faire ce roman. Ouais, j'écris. Mais j'écris parce que déjà, ça me fait du bien. J'écris sans me dire qu'ils vont sortir ou quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment l'exercice, c'est de me faire du bien. Et qu'est-ce qu'il raconte ce livre justement que t'écris là? Ah, enfin, non, c'est assez personnel. Genre, il est pas assez abouti pour que je t'en parle, mais en tout cas, non, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il parle d'amour, pas mal aussi, quand même. Il parle des relations amoureuses et d'une réflexion sur l'amour en général. Est-ce qu'on est vraiment fait pour vivre, pour vivre à deux? Un peu quand même. Et C'est un peu ça. depuis le départ de Franck de l'autre côté du voile, est-ce que du coup tu as changé? Est-ce que tu as fait d'autres rencontres amicales et sociales en fait? Ça t'a changé complètement ta vision? De toute manière, tu sais, moi j'ai eu l'impression d'être complètement détruit. Après, c'est des mots qui sont un peu clichés, mais c'est vrai, tu as l'impression d'être complet. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu es anéanti, c'est un vrai tsunami, hein. Enfin, faut Bien le dire. sûr. Hein. La personne que j'étais avant n'existe plus. C'est-à-dire qu'après, tu te reconstruis, mais tu te reconstruis tellement différemment. Tu es tellement une autre personne que tu ne peux finalement plus avoir le même cercle d'amis. Bon, en même temps, ils m'ont rendu service, ils n'étaient plus là pour la plupart. Et donc, du coup, forcément, dans ta reconstruction, il y a aussi cette reconstruction sociale qui se fait autour de toi. Et forcément, les gens maintenant qui m'entourent ne sont plus les mêmes. Mais aussi à des charges, moi aussi j'ai changé. C'est-à-dire que la personne que j'étais avant, euh, c'est pas une, je suis pas mécontent d'avoir changé non plus, quoi. Tu vois. Est-ce que tu as été tenté d'aller voir des médiums pour avoir des messages de Franck? J'ai été en voix. J'ai été en voix. Euh, alors, j'ai été voir. La première fois, c'est une amie qui a été pour moi. Oui, Elle tu le dis. avait. De toute façon, tu l'expliques, tu le lis dans le livre. Hein. Ouais. Oui, j'en parle dans le livre. Ouais. Il m'a sorti des trucs incroyables. Alors, j'étais pas là, mais juste avec une photo. Il était au courant de rien. Et du coup, j'avais été le revoir un an après. Et il était époustouflant, époustouflant. Et puis j'ai été voir aussi Christine André. Oui, bien sûr. J'ai été voir Christine André à l'automne dernier. Alors elle, c'est bluffant. Moi, je la connaissais par rapport à sa chaîne YouTube et Ah par oui, mais rapport moi je à. la suis aussi, je l'adore. J'adore, ouais. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Moi, j'adore Mm. les enseignements qu'elle fait sur YouTube et tout. Ah Et oui, j'avais été la voir. Alors, elle nous dit de rien dire, donc moi je ne dis rien. Je viens juste avec ma petite avec photo ta, oui, et avec elle. ta photo, ouais, bien sûr. Ouais, c'est tout, quoi. Et elle m'a sorti des trucs incroyables. Et alors, pour la petite histoire chez Christine André, c'est que donc on fait comment dire, la médiumnité. Je fais mon rendez-vous. Elle écrit, elle écrit les trucs. Elle dit donc je prends mes petits papiers avec moi. Incroyable. Hein. Elle te dit des détails, des prénoms, des trucs. C'est un truc de fou. Et je sors. Et elle m'appelle l'après-midi. Elle m'appelle l'après-midi. Et je décroche. Elle me dit excusez-moi, vous n'avez pas laissé un cœur sur votre chaise? Je dis bah non. Enfin, elle me dit parce qu'il y a un cœur en tissu et ça peut pas être quelqu'un d'autre d'avant parce qu'avant vous il y avait personne et après vous il y avait personne d'autre. Et elle dit c'est bizarre. Bah, je dis, écoutez, elle me dit écoutez je vous l'envoie par courrier et elle me l'a envoyé et en fait du coup il y avait un cœur sur la chaise, sur ma chaise en fait Non! après la consultation. Ouais. Et il faut savoir que les cœurs j'en reçois mais de partout. Hein. Vraiment j'en ai de partout tout le temps. Alors qu'on n'était pas on n'était pas là-dedans, tu vois, on n'était pas dans le côté cucu, fleur bleue, cœur. Et quand j'en ai reçu très rapidement. Et c'est marrant. Alors oui, mais en même temps, c'est efficace le cœur, quoi. Tu vois, ça veut dire je Donc, t'aime. t'as fait Christine André, t'en as fait d'autres un petit peu après ou non? T'as fait que. J'ai fait Christine André et ça m'agace parce que j'ai pas le nom de l'autre médium en tête. Il est super en plus. Tu dois le C'est connaître. pas. Il C'est à a- quoi? Il est sur Paris, tu sais pas, tu te rappelles plus? Non, tu sais, alors Pascaline l'a déjà reçu. Euh, Il est chaud avec des lunettes. c'est pas Bertrand Rotaillot, c'est. Voilà, c'est Bertrand Retailleau. Oh Voilà. bah lui, bah, Désolé, je l'ai interviewé il y a pas désolé longtemps. Bertrand. Bah il est formidable. Oh bah Il oui. est Hein. génial, il est génial. Et ben c'est lui qui a fait la première médiumnité avec mon ami en fait.
Ouais, Ah bah oui, bah de toute absolument. façon c'est les mêmes énergies, donc automatiquement il devait là, bah bien sûr, c'est formidable. Génial. Donc ouais, Bertrand Retailleau et Christine André, c'est tout, Ouais. c'est Et tout. est-ce que tu as envie encore de consulter ou tu te dis c'est terminé, j'ai compris, ça, je vais. Si, je reconsulterai, hein, forcément. Après, moi, j'ai ce côté où je veux, comment dire, pas maîtriser, mais je veux quand même faire attention à pas rentrer dans Dans, des excès, en fait, et ouais. dans des Dans envies l'addiction, dans forcément. l'addiction. Ouais. En plus, c'est pas trop mon truc, l'addiction, mais de toute manière, quand les choses doivent arriver, elles arrivent, et quand il y a des rencontres qui doivent se faire, elles se font. Et voilà, si je dois rencontrer quelqu'un et avec qui je dois faire une médiumnité, bien évidemment, je le ferai. Moi, je suis pas contre, loin de là. Je trouve que ça peut vraiment aider. Après, il faut faire attention parce que, il faut le dire, il y a tout aussi. Il Bien faut faire sûr. attention. Et puis aujourd'hui, c'est de pire en pire. Parce que la médiumnité, la spiritualité, c'est devenu un peu monnaie courante. Je trouve qu'on a perdu un peu le sacré de tout On est ça. un peu dans le Et que mercantile, hein, quand même, hein. ben ouais, c'est ça, tu vas à la Fnac, tu as des rayons complets de bien-être avec du tout et du n'importe quoi. Ils te Hmm. vendent des licornes et des machins choses. Enfin, tu vois, c'est un peu. Je C'est trouve qu'on vrai. a perdu. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on a perdu le sacré, quoi. Tu vois, on a vraiment perdu le sacré. Et c'est dommage. Ouais. C'est bien, mais en même temps, je trouve qu'il y a une espèce de dérive et une vulgarisation du sujet qui me gêne un peu. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux et pas suivre tout et n'importe quoi. Ouais, les réseaux sociaux et puis ouais, en général, enfin, tu vois, les thérapeutes, par exemple, c'est pour ça, moi, quand Loulou est tombé malade et que j'ai rencontré Laure et que j'ai suivi ses formations d'énergéticien, Hmm. je l'ai fait tout d'abord parce que moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans le combat et puis, tu vois, j'avais l'impression d'être utile, de me rendre utile à Loulou et tout ça, Ouais, vraiment. ouais. Et après, je me suis dit, ah là là, oui, ben peut-être il va falloir, peut-être que je dois aider les autres. Peut-être que je dois aider les autres. Et j'en parle dans le livre. Et Oui. encore une fois, le livre, c'est une photographie des 4 mois après le décès de Loulou. Donc Hmm. forcément, je parle aussi de mes envies de l'époque. Et très rapidement, je me suis aperçu que c'était pas mon chemin. Alors attention, je juge pas, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes dans une ville, je sais pas, tu as autant de thérapeutes que d'agents immobiliers. Enfin, Bah tu oui, vois, oui, 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 je sais. Ouais, 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 ouais. on a perdu, je trouve qu'on a perdu le sacré de tout ça. Donc, alors après, il y a des gens très très bien, comme toi, comme plein de gens, mais, mais du coup, c'est tellement noyé par d'autres gens qui font ça pour les mauvaises raisons que ça me gêne un peu. Et puis tu sais, ce métier-là, enfin, il faut être dans l'amour, hein, dans la compassion, l'empathie, dans l'écoute de l'autre. Hein. C'est pas voilà, c'est vraiment prendre la personne dans toute son entièreté. Hein. C'est Hein, voilà, et qu'elle reparte au mieux, en fait. Hein. C'est très important. Et les années à venir, bah, ça va pas être rigolo si on travaille pas sur soi, en fait. Voilà. ouais, c'est vrai. Quel serait, toi, Franck, ton mot de la fin, toi qui as traversé, parce que voilà, il y a des familles qui sont endeuillées ou tu as des familles qui ont des personnes atteintes d'un cancer et que c'est très difficile. Est-ce que tu as un mot pour eux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à... Après, Après, on est tous c'est jamais, différents, oui. ouais, on est tous différents et c'est jamais évident de parler de ces choses-là. Mais je pense qu'il faut toujours garder, alors, au-delà de l'espoir, le fait que ça continue, quoi. Et que la mort n'est vraiment qu'un passage. Et ça, c'est vraiment très important. Alors après, on a tous un chemin qui nous le fait comprendre ou pas. On n'est pas tous faits pour le comprendre sur cette vie. Mais, euh, mais en tout cas, il faut rester très ouvert. Très ouvert. Alors, au-delà du fait qu'il faut être optimiste, même par rapport à la maladie, parce que forcément, la Mm. maladie aussi, il y a de la guérison, hein, il faut pas, voilà. Mais sur la mort, en tout cas, moi, je parlerai de la mort. Si on perd des gens et quand on perd des gens, euh, voilà, ne pas se dire que c'est fini, ne pas croire que la mort est une finalité et que rester curieux. De toute façon, il faut rester curieux toute sa vie et même après ça, quand il nous arrive ça, rester curieux pour la suite et laisser des portes ouvertes, quoi. Parce que les défunts nous trouvent toujours des moyens de toute manière pour se montrer.
d'une manière ou d'une autre. Enfin, oui, voilà, continuer à garder la foi et continuer d'avoir des projets. Et puis les projets, c'est important. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a Ce qui t'a fait avancer. permis de rester debout. Ce qui m'a permis de rester debout, c'est les projets. Ouais, d'avancer et aussi de se dire que chaque épreuve n'arrive pas par hasard et nous fait grandir. D'accord. Malheureusement ou heureusement. Et toi, Franck, aujourd'hui, est-ce que tu as envie de retomber amoureux? Ça, c'est pas des comment dire. Si je dois tomber amoureux, justement, ça me tombera dessus. Et en fait, moi, je crois aux évidences, encore une fois. C'est-à-dire que se mettre avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un, ça m'intéresse pas. Non. Moi, j'en Ouais. connais plein, hein, des gens. Enfin, les trois quarts des gens sont avec des gens pour être avec des gens. Moi, moi, je crois aux évidences. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Après, des fois, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne période. Il faut laisser le temps. Moi, ça fait que 3 ans que mon mari est parti. Je, en, mais il y a 1 an de ça, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non, non. Là, au bout de 3 ans, je me dis pourquoi pas. Ouais. Si ça doit arriver, ça arrive. Ouais. Et je ne mettrai plus de barrière, en tout cas. Je ne mettrai plus de barrière. Et mais voilà, laissons le temps. Après je ne suis pas si vieux que ça, je suis plus très jeune non plus. Mais si ça doit arriver, ça arrive. Après, c'est vrai que de vivre seul, c'est compliqué. De revivre une vie à deux, de couple, sous le même toit, je pense pas. Parce que je pense que cette vie-là, je l'ai eue. Vous avez quand même vécu une osmose, hein, alors ouais. Une vie de couple et tout ça, repasser les chaussettes de quelqu'un d'autre, j'aurais du mal. C'est imagé parce que je ne repasse pas mes chaussettes. Ouais. Mais en tout cas, oui, revivre quelque chose, chacun chez soi, vivre les bons et les mauvais moments, partager quelque chose, oui. Mais donc, ce serait une autre histoire. En fait, je sais aujourd'hui que je ne voudrais pas recalquer ce que j'ai vécu. Et c'est déjà pas mal, c'est énorme. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Et toi, tu dessines pas ou tu fais pas de la peinture? Tu peins pas là? Pas du tout. Là, en ce moment, je peins pas. Non, je dessine. Ouais, j'ai pas Tu mal de dessines, dessine. ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, il y a beaucoup de créativité chez toi. Je continue aussi la photo, tout ça. Ouais. J'écris, hein, je continue aussi à écrire. Oui, oui, parce que tu étais photographe et t'avais sorti un ouvrage, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. D'ailleurs, Franck avait fait les textes de ce livre. Ah ouais, c'est ce que tu dis. Et par rapport aussi à ton livre, t'as quand même t'as Amélie Nothomb, t'as Chantal Lobby, t'as quand même pas mal de gens qui ont mis franchement, c'est énorme, quoi. J'ai eu la chance qu'Amélie Nothomb écrive sur la 4e de couve du livre, parce qu'elle l'a lu et qu'elle a beaucoup aimé. Chantal Lobby, Annie Dupéré aussi. Oui, Annie Dupéré. La comédienne Florence Thomasin, la comédienne Audrey Dana. C'est extraordinaire, c'est ce que j'ai vu. Ouais, franchement. Ouais. Ouais, franchement, Franck, je dis bravo. On attend tes autres créations, on attend ton autre livre et on attend plein de belles choses, en fait. Et puis, je te remercie pour ce témoignage poignant, émouvant et plein d'amour. Parce qu'il y a quand même l'amour qui domine chez toi. Je crois que c'est le moteur. Je crois que l'amour, c'est le moteur de tout. Hein. Et puis d'être bienveillant avec les autres et bienveillant avec toi, en fait. On essaye. Voilà. Et alors toi, tu disais que t'as créé, ou tu fais partie tu as créé la compagnie des 12 portes, c'est ça? On l'a créé ensemble avec mon mari quand on est arrivé sur Chartres. Ouais. Et donc, en fait, c'est une compagnie de théâtre en fait, où on propose des ateliers théâtre et on joue des pièces, des créations depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. J'ai arrêté 1 an après son départ parce que je voulais faire le point. Je ne voulais pas continuer pour continuer ou continuer pour le souvenir de mon mari. Si je devais continuer, c'est parce que ça me manquait. Je voulais voir si j'avais le manque et si j'avais toujours la passion. C'est pour ça que j'ai arrêté une saison et j'ai repris parce que j'ai rencontré des gens déjà qui m'ont poussé un peu à reprendre, et la vie a fait aussi que j'ai repris. Et c'est très bien, je suis ravi d'avoir repris. En plus, ça alors, comment elle s'appelle ta dernière pièce de théâtre et qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que nous, on est curieux quand même. Là, en fait, on prépare 2 pièces en fait de théâtre. Il y a Mon faux sapin,
qui est une des premières pièces que Franck a écrites quand on est arrivé sur Chartres. C'est un soir de Noël. C'est un peu une satire d'une vie de famille, un soir de Noël avec tous les secrets familiaux et tout ça. C'est drôle, on pleure. Elle est vraiment très très bien écrite. Et je suis très fier de pouvoir la remonter, de la jouer avec les comédiens qui vont être sur scène, tout ça, ils sont parfaits. Donc je suis très content. Et les poupées, pour la petite histoire, c'est la toute dernière pièce que mon mari avait écrite avant de tomber malade. Et c'est l'histoire d'un auteur qui invite une journaliste à écrire son autobiographie. Et c'est voilà, très très vite on s'aperçoit enfin voilà, c'est très difficile, elle est très très difficile à expliquer cette pièce parce qu'elle est un petit peu entre ciel et terre, j'ai envie de te dire, et notamment Amélie Nothomb l'a lu et elle a écrit des mots dessus, d'ailleurs sur l'affiche ils y sont, elle a beaucoup aimé l'écriture de cette pièce. Ouais. Bah, c'est super. Moi, je t'encourage et je te souhaite plein de belles choses, en tout cas pour 2025. Des belles rencontres, étincelantes, pétillantes, lumineuses, plein de belles choses, de l'amour, de la bienveillance. Franchement, je suis ravie d'avoir. Karine me parle beaucoup de rencontres. Elle veut que je le rencontre. Ah oui, non mais attends. Mais avant, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit mais lui, il va avoir une. C'est pas possible. Il y a une rencontre qui arrive, il y a une rencontre qui arrive, il y a une rencontre qui arrive. Écoute, je t'en parlerai. Ouais, ben il me le dira. Mais je sais pas, il y a une rencontre, il y a un truc là. Et je pense que ça vient d'en haut. Je pense que ça vient de Franck et puis les guides enfin voilà, ça vient d'en haut. Mais il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Avec encore plein de projets professionnels, ça c'est sûr. Et puis continue à être vrai en fait, authentique et sincère. C'est l'essence même en fait de notre âme, hein. D'être dans la vérité. Voilà. C'est ça. Et de pas tricher en fait. Ouais, je sais pas faire ça malheureusement. Voilà. Des fois, ça... Voilà, d'être. Mais en tout cas, moi, je suis super contente et je remercie encore Pascaline Plantec, présidente de l'association Cœur de Cristal. Parce que c'est elle qui m'a parlé de toi et elle m'a dit, il est chouette, ce gars. Elle me dit, vas-y, il est trop chouette. Elle me dit, interview-le. Ben, j'ai dit, ouais, ok. Et tout de suite, je t'ai demandé, tout de suite, tu m'as répondu et ça a été très fluide. Et non, mais c'est super. Et moi, je suis super contente de t'avoir eu. Et franchement, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, lisez le livre de Franck. Il est super émouvant, super bouleversant et ça donne des clés en fait. Ça va vous donner des clés. Voilà. Super. Face à cette putain de maladie, voilà. Franchement, ouais. Ça donne des clés et t'es vraiment. On voit vraiment qu'il y a un gros combat. T'as fait un gros combat. Voilà. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je souhaite encore à tout le monde une belle année 2025. Même si les temps sont compliqués, même si socialement c'est compliqué, même si économiquement c'est compliqué, on vous envoie beaucoup d'amour. Gardez la foi. Les anges et les guides, ils sont toujours près de vous, en tout cas. Voilà. Merci Franck. Merci à toi Karine. Je te fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Déployez vos ailes avec un nouvel invité et ça va être super. Merci. Au revoir. Ciao.